La famille, la dispute, l'origine du mal, c'est la règle de 3 de Emmanuel Todd. Depuis longtemps, la famille, plus précisément la structure familiale, est au cœur de sa pensée. À 21 ans, titulaire d'une maîtrise d'histoire, il suit les conseils de son père, le journaliste Olivier Todd, qui l'incite à prolonger ses études au célèbre Trinity College. Il est poussé à aller à Cambridge. Il se trouve qu'il y avait là une école historique qui lui convenait. C'est un tempérament très scientifique, c'est un bon matheux et une approche quelquefois un peu théorique des problèmes. À Cambridge, avec Peter Laslett, l'auteur de Ménage et famille dans le passé, il étudie les structures familiales pendant 3 ans. Ce plaisir scientifique, comme il l'appelle, Emmanuel Todd continue à l'exercer même en vacances dans la résidence secondaire familiale du Var où il compulse les registres paroissiaux du village. C'est en fait l'un des documents qui ont permis de comprendre et un peu d'analyser ce qui se passait dans des communautés villageoises au XVIIe et XVIIIe siècle. Dans ses nombreux livres, l'idée que les modèles familiaux historiques sont corrélés aux évolutions sociétales est souvent privilégiée. Emmanuel Todd cherche rarement à éviter la dispute. Ça fait partie de son tempérament, il ne mâche pas ses mots. Il y a une époque où je croyais que François Hollande était un type intelligent, donc ce que je pense sur les hommes politiques ne m'intéresse moi-même plus. Mais les disputes ne découlent pas uniquement de la forme, elles portent aussi souvent sur le fond de son travail. En 2015, il publie Qui est Charlie, essai dans lequel il qualifie les manifestations du 11 janvier d'imposture et parle de catholiques zombies. Le livre commence en décrivant la France comme ayant fait un accès d'hystérie en janvier 2015. Le livre sort disant ça, autre accès d'hystérie. Donc si vous voulez, j'ai touché juste. Concernant les crises sociales actuelles, dans son dernier livre, Emmanuel Todd situe l'origine du mal à la date de création de l'euro. Il affirme que depuis, notre société ne compte que des perdants et qu'en France, si l'on exclut les 1% des plus riches, la baisse de niveau de vie est générale. Au fil du temps, l'euro privant selon lui la France de sa souveraineté, la politique nationale ne serait plus qu'une comédie et le macronisme, un sketch de Bourvil. Emmanuel Todd, Excellent, on le dit à Gaël Legras, c'est en effet excellent. Excellent. On va parler de l'euro, on va parler du Royaume-Uni, mais on va démarrer avec les Gilets jaunes. Vous évoquez beaucoup les Gilets jaunes. Vous dites que les Gilets jaunes m'ont rendu, d'une certaine façon, ma fierté d'être français. Je leur dois quelque chose, j'ai une dette vis-à-vis d'eux. Vous évoquez leur dimension christique et vous avez une analyse psychopolitique absolument saisissante quant à une sorte de renversement, à une sorte de fessée politique que les Gilets jaunes auraient administré à Emmanuel Macron, enfant. Ces gilets jaunes incarnant une forme de figure paternelle univoque. Vous voulez expliquer ça ? Oui, non, mais ça serait un peu compliqué. Je pourrais parler de ce sentiment de fierté. Sentiment de fierté. Il faut bien voir que je suis français, et en un sens uniquement français, mais avec beaucoup l'Angleterre sous les yeux, pour des raisons familiales. Et je garde l'Angleterre sous les yeux, puisque en fait, mon fils aîné est resté là-bas. Il était meilleur que moi à l'université, donc ils l'ont gardé. Et donc, j'ai 2 petits-fils britanniques quand même. Donc, je suis français, mais je vois l'Angleterre tout le temps. Et l'Angleterre est un pays qui est en train de reprendre sa liberté et qui est en train de redémarrer dans l'histoire. Le Brexit. Par le Brexit, c'est ça ? C'est la liberté d'une nation qui redémarre dans l'histoire. Et la France est une très grande nation avec une histoire prodigieuse, dont je suis fier. Et avant les Gilets jaunes, j'avais le sentiment que les Français n'existaient plus avec leur tempérament, que tout n'était plus que soumission ici. Et quand j'ai vu ces types qui étaient à 1 000 € de revenus sur les ronds-points, 1 400 € de revenus dans les manifestations, parce que c'est des gens qui travaillaient le samedi, et capables, sans organisation, avec une sorte d'organisation spontanée, fluide, intelligente, de mettre en échec les crétins diplômés des ministères. C'est eux la lutte des classes ? C'est eux la première vague de la lutte des classes ? C'est la première vague, mais c'est aussi les premiers qui sont passés sous la ligne ou qui ont été menacés de passer sous la ligne de flottaison économique. Mais c'est plus que la fierté, en fait. Maintenant, je me rends compte. Je me suis dit, j'habite toujours chez moi, alors que j'avais plus l'impression d'être dans mon pays. Et grâce aux Gilets... Mais vous savez que j'ai une deuxième fierté maintenant. Les fiertés s'accumulent, puisque la lutte des classes progresse. Les cheminots et les gars de la RATP ont paralysé le pays, se sont révoltés. Alors là, je pense que quelques crétins diplômés dans les ministères sont en train de se dire ces petits gars n'avaient pas assez d'argent, il faut qu'ils plient, ils ont perdu. La vérité, c'est qu'ils ont conscientisé la France au problème de la retraite à points et que grâce à eux, on n'en sortira plus.
C'est ce que suggérait De cette d'autres nouvelles. conscientisation. Voilà. Cette retraite Et à donc, points. donc maintenant, j'accumule les Très dettes bien. vis-à-vis des classes sociales de mon pays en remontant les hiérarchies. Je ne pense pas qu'un jour je serai fier et j'aurai le sentiment d'une dette vis-à-vis de l'aristocratie Non, stato-financière. c'est un autre sujet. Il y a eu Anne. plusieurs analyses au fil des dernières années des brisures françaises. Il y a eu celle Oui. de Guy Louis Oui. sur les losers des périphéries contre les winners des métropoles, celle de Jérôme Fourquet sur l'archipélisation en multitude de petites briques sociologiques. Vous balayez ces deux thèses en disant en fait finalement la France n'a jamais été aussi homogène. Alors là c'est surprenant quand même. On n'a pas le sentiment de vivre dans un pays homogène. Je dirais que la recherche que j'ai menée m'a surpris moi-même. C'est-à-dire que je n'ai vu que des évolutions homogènes. J'ai vu, l'appauvrissement est homogène, j'ai vu des inégalités qui, hors des 1 ou 0,1% d'en haut, n'augmentent pas. Donc homogène. J'ai vu des baisses du niveau éducatif Partout. homogènes dans toutes les catégories. J'ai vu des baisses du taux de suicide. Sauf chez les agriculteurs, Emmanuel Todd, pardon. Je Enfin, pense grand pas. chez les agriculteurs. oui. Plus Non, Oui, de oui. toute façon, la taille du Ça groupe augmente. agriculteur ne sera plus suffisante pour qu'on ait des chiffres significatifs, Oui, mais enfin, il me existe semble-t-il. en tant Mais qu'humain. dans l'ensemble, cherchez-les les statistiques, vous verrez. C'est pas Oui, facile mais les autres il y a suicides. les hommes aussi. Mais dans l'ensemble, il y a quelques catégories spécifiques. On aurait pu citer les policiers. Oui, aussi. Voilà. Donc, mais tout le monde ne saute pas par la fenêtre. Donc c'est homogène. C'est homogène selon le territoire. Et il y a deux grandes homogénéisations fondamentales. La première, c'est que la disparition du tiers catholique de la France, c'est-à-dire l'effondrement de ce qui restait de catholicisme, Et la deuxième? ça fait que la France n'a jamais été aussi homogène sur le plan religieux. Et puis la deuxième, alors là c'est mon fonds de commerce, si on peut dire, Les régions. les structures familiales régionales. C'est-à-dire que moi j'ai passé, ça a été très bien expliqué, j'ai passé ma vie à expliquer comment les structures familiales déterminaient des attitudes politiques, sociales, etc. Ça a duré, etc. Ça reste valable. Ça a disparu. Ça reste valable pour comprendre que les Anglais sont toujours des Anglais, les On Allemands veut toujours des parler des Allemands. Anglais, justement. Mais en France, la diversité régionale est maintenant D'accord. effacée. Et donc, on est dans une société tout à fait homogène, mais qui n'est pas consciente. Je veux dire, les livres que vous évoquiez, les théories que vous évoquiez, sont l'une des manifestations D'accord. de la fausse conscience. On peut parler du Brexit avec vous et Nadia, s'il vous plaît. Gardons quelques Mais, secondes. Avec bonheur. Emmanuel Todd. Oui, parce que Nadia. ça y est, on y est presque J-9, donc après 3 ans et demi de blocage, 1318 jours de débat houleux. Le Brexit va avoir lieu le 31 janvier prochain. Les eurodéputés britanniques qui avaient été élus en mai 2019 vont devoir céder leur siège, mais ça ne veut pas dire que les discussions, que les négociations sur les relations futures sont finies. Au contraire, elles battent leur plein avec l'Union européenne. Ce qui est intéressant également, c'est de voir comment les Britanniques tentent également de nouer des relations avec les États-Unis. C'est la presse britannique qui l'a révélé. Le Premier ministre Boris Johnson a prévu d'ouvrir officiellement des pourparlers commerciaux avec Donald Trump. Il va même se rendre lui-même en personne à Washington le mois prochain. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'Angleterre, que le Royaume-Uni se renationalise s'il continue à se placer sous un autre giron, là en l'occurrence américain, ce qui va vraiment être libéré de toute cette ingérence que vous... Je pense qu'il ne vous aura pas échappé que les Américains parlent anglais. Certes. Je vous ajoute que les structures familiales des deux pays sont les mêmes, que c'est deux des trois pays dans lesquels C'est la plus démocratie naturel. libérale a L'ingérence est été plus inventée. naturelle, ouais. Et je veux dire, et quand on voit l'un des effets d'Internet, en fait, a été non pas d'interconnecter le monde, mais d'interconnecter en priorité les gens qui parlent la même langue. Ouais. Donc en fait, le monde, ce qu'on appelle l'anglosphère, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada pour sa plus grande partie, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, n'ont jamais été aussi proches. C'est l'entité qui émerge. Bon, je pense que l'Europe se désintègre et que le Brexit est le début de la fin pour l'Union européenne. Mais l'une des choses qu'on ne voit pas, c'est la montée en cohérence de l'anglosphère. Donc c'est tout à fait normal. Après tout, l'anglosphère étant une création de l'Angleterre, c'est normal qu'il participe un peu. CQFD, Emmanuel Todd, les luttes de classe en France au XXIe siècle, aux éditions du Seuil. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes, Emmanuel Todd. On passe à notre débat sans plus tarder. Non, sur les actions violentes. Non. Je dis un truc très important. Vous avez dit tout à l'heure que la démocratie représentative était en péril. Elle n'existe déjà plus. Très bien. Parce que le gouvernement n'a plus de pouvoir de création monétaire et pris des... Vous voyez, On va voir ce elle qu'en pense- n'existe plus. On va voir ce qu'en pensent nos invités. Ce n'est pas Voilà. vous, nos Mais vous leur invités. dites de ma part... On passe donc à ce dé. Vous allez leur dire, mais vous restez assis.